Johnny Errant, apprenti tatoueur, trouve un manuscrit aux multiples feuilles. Ce manuscrit n'est autre qu'une dissertation, voire une thèse, écrite par Zampano, fraîchement décédé. Ce recueil nous parle d'un film, The Navidson Records, réalisé par Will Navidson, qui relate des récents événements produits dans sa maison familiale. En l'occurrence, l'apparition d'une porte donnant sur un placard. Cette anomalie architecturale affecte Will Navidson, au point de vérifier les dimensions de sa maison. Il réalise alors qu'elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Pour pouvoir faire une analyse complète de cette œuvre, j'avais envie de commencer par parler de l'auteur. Mark Z. Danielewski est d'origine américaine. Il est né le 5 mars 1966 à New York. Il a passé son enfance entre l'Afrique, l'Inde, l'Espagne et la Suisse. Son enfance est aussi marquée par son père, car son père c'est un réalisateur, scénariste et producteur polonais. Ce dernier avait pour habitude de filmer sa famille au quotidien. Et oui, dans les années 80 c'était assez courant, vu que les petites caméras s'étaient démocratisées, elles coûtaient pas très cher, on aimait bien filmer sa famille au quotidien. Ce que l'on fait actuellement en fait avec les téléphones portables tout simplement, où voilà on filme l'anniversaire, le dimanche en famille, tout ça. Son père décède en 1993 et c'est là qu'il commence à écrire La Maison des Feuilles. Il terminera d'écrire La Maison des Feuilles en 1997. Dans un premier temps, ce roman sera distribué sur internet gratuitement mais partiellement. La fin des années 90, c'est le début d'Internet et il a sûrement trouvé que ça pouvait être un très bon média pour diffuser son œuvre. Mais c'est seulement en 2000 que Pantheon's Book a accepté de publier son œuvre. Ce roman, je le qualifie comme une œuvre artistique à part entière parce que voilà, on va en parler. Il y a vraiment différentes façons de voir ce roman. Il y a beaucoup d'éléments qui montrent que c'est plus une œuvre artistique qu'un réel roman. Ce roman, tout d'abord, il est monté comme des poupées russes. Le noyau central de l'histoire, c'est donc le Navidson Records. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une vidéo. Donc Will Navidson, il a pris l'habitude de filmer sa famille. Là, en l'occurrence, il a filmé l'emménagement en Virginie dans cette maison. Et au bout de quelques temps, en fait, après être parti à un mariage, quand ils sont revenus, il y a une porte qui est apparue dans leur maison. Et ça en a fait donc le premier film. Parce qu'en fait, le Navidson Records, il y a, je crois, 6 séquences différentes, 6 petits films regroupés en un. Et donc il découvre cette porte qu'il ouvre. On remarque que cette porte elle est censée aller vers le jardin parce que c'est un mur extérieur en fait sur lequel elle s'ouvre, et cette porte ne va pas vers le jardin, elle va vers un couloir extrêmement sombre où il n'y a rien du tout. Et donc par un plan séquence sans coupage, il va donc nous montrer qu'en allant à l'extérieur de la maison, voilà, il n'y a pas d'autre porte et que ça mène vers rien du tout. Et c'est là que commence un petit peu cette histoire bizarre. Il y a différents éléments comme ça qui vont apparaître dans la maison, qui vont filmer. On est vraiment dans un found footage. Alors ce n'est pas une vidéo qui a été retrouvée par quelqu'un d'autre, une vidéo un peu abandonnée par terre comme tous les found footage qu'on a connus au tout début dans les années 90, le milieu des années 90, projet Blair Witch, Wreck. Il y a eu beaucoup d'autres d'ailleurs avant cela qui sont un petit peu moins connus. Ce que je veux dire c'est qu'en fait voilà, comme c'est filmé, c'est lui qui filme, on le voit pas, c'est pas mis en scène, c'est vraiment comme s'il arrivait quelque chose chez vous et hop, vous sortez la caméra et vous commencez à filmer l'événement. Et donc voilà, et donc il y a les réactions des gens. Donc cette première séquence va s'appeler 5,5 parce qu'elle dure 5 minutes et demie et c'est la découverte donc de ce couloir qui ne mène à rien du tout. Ce film là, on peut le situer qu'il a été filmé en 91 et il est sorti réellement en 93. Navidson en a donc fait un film qu'il a distribué et autour de ça, nous avons donc un personnage qui s'appelle Zampano. Lui a récupéré une de ses cassettes. Il a récupéré aussi de nombreux articles et essais universitaires de différentes personnes qui auraient vu cette vidéo et qui ont eu envie d'analyser cette vidéo, à savoir si c'est vrai ou pas, parce que c'est quand même un événement extrêmement étrange. C'est comme si vous avez filmé un monstre en quelque sorte. Et donc il regroupe tous ces articles, ces éléments pour en faire une espèce de
thèse sur lequel il va donner aussi son propre avis et il va mettre aussi ses propres recherches sur cette histoire de vie, cette histoire aussi d'écho, cette histoire, voilà, il va nous faire différentes thèses sur de la mythologie, ce à quoi ça lui fait penser en fait cette histoire de maison qui s'agrandit. Donc ça, Zampano en fait l'écrit en 1995, 2 ans après la sortie réel du film The Navidson Records. Ensuite, pour ne pas compliquer encore la chose, nous avons donc un troisième personnage parce que malheureusement Zampano va décéder et Johnny Errant va hériter en quelque sorte de son appartement. Il va récupérer l'appartement et il va donc y découvrir ce manuscrit qui n'est pas à un état fini, qui est seulement encore à un état de recherche. Et bah automatiquement tu trouves un espèce de manuscrit avec plein de feuilles volantes. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sûrement t'y intéresser et te plonger dedans pour te demander mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est juste un roman? Parce que peut-être que Zampano était seulement un écrivain, on ne sait pas trop. Et donc Johnny Errant récupère donc l'appartement de Zampano en 1997, toujours 2 ans plus tard. Johnny, qu'est-ce qu'il va faire? Comme je vous dis, il va donc lire toutes ces petits bouts de papier et ce manuscrit et il va essayer lui aussi d'en faire une chose globale, en faire une œuvre afin que ce soit publié parce qu'il trouve ça extrêmement intéressant. Et donc dans ce livre, nous avons donc le récit du Navidson Records, nous avons donc au-dessus la thèse de Zampano, encore au-dessus le récit de Johnny où il nous raconte aussi sa vie en même temps, tant qu'à faire, parce qu'il y avait un petit peu de place dans les bas de page, donc il s'est amusé à raconter sa life pendant qu'il était en train d'analyser cette œuvre. Et par-dessus, nous avons un autre personnage, c'est l'éditeur, parce que Johnny réussit à faire éditer son livre en 98. Et donc nous avons quelques petites notes de l'éditeur qui parsèment tout cet ensemble un petit peu compliqué. Donc vous comprenez bien qu'en fait l'essentiel de l'œuvre est donc la thèse de Zampano. On ne sait pas si elle est réelle ou fictive. Dès le début, on joue sur cette ambiguïté, on ne sait pas. Je ne vais pas trop vous spoiler là-dessus, mais vous en ferez votre idée le jour où vous lirez ce livre. Et donc son analyse, que j'ai trouvé un poil chiante, et je ne suis pas forcément la seule à avoir trouvé ça un petit peu chiant, c'est simplement que ça regorge de références réelles des auteurs qui ont existé, des références à des vrais bouquins. Comme je vous dis, c'est des extraits, on va dire des extraits d'articles, c'est surtout des morceaux de thèse que des universitaires ou des auteurs auraient fait pour expliquer le pourquoi du comment du Navidson Records, en fait, pour expliquer pourquoi on se retrouve avec une porte, un couloir qui s'agrandit indéfiniment, une sombreur, un espèce de vide intersidéral, de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que en fait dans le Navidson Records, vous allez donc avoir cette histoire de première porte. Ensuite, il y a une deuxième porte et comme ça mène sur un monde où on ne sait pas du tout où ça va, vous allez bien comprendre qu'il va y avoir différentes explorations avec différents personnages et il va leur arriver des choses. Automatiquement, il y a différentes analyses de ces choses qui vont leur arriver. Tout le monde va sortir sa thèse, sa supposition, va donner son avis en fait sur cette œuvre et on se retrouve donc avec plein de références en bas de page et ces références sont des fois totalement inventées, donc nous mêlons le vrai au faux, on ne sait pas trop où on en est parce qu'automatiquement si tu es un lecteur lambda, tu vas pas trop remarquer la chose parce que si tu vas pas vraiment commencer à faire une sur-recherche, c'est-à-dire de faire le travail un petit peu de Johnny, de te retrouver à toi aussi analyser l'œuvre et toi aussi à faire des recherches, à savoir si toute la matière que Zampano a apportée à ce récit, s'il est vrai ou faux, tu vas tout de suite remarquer qu'il y a beaucoup de références qui sont totalement fausses et inventées et des fois c'est avec des auteurs qui existent vraiment ou des auteurs qui n'existent pas. Tout est fait pour t'embrouiller et que tu te poses un maximum de questions sur ce livre. Et donc comme je t'expliquais, nous avons Johnny qui fait aussi une suranalyse de l'œuvre de Zampano et qui nous raconte sa vie et ces petits extraits de vie viennent sympathiquement rythmer le récit de Zampano, c'est-à-dire des moments où tu vas presque t'endormir, où tu comprends pas tout dans les thèses que Zampano évoque, que ce soit des mythes, que ce soit, comme je vous disais, une analyse sur l'écho, qu'est-ce que l'écho. Il y a d'autres types d'analyses comme ça dans ce bouquin, et il y en a qui sont extrêmement barbantes, et justement tu as le petit récit de Johnny qui vient donner un petit coup de peps à tout ça, et qui va, comme je dis, rythmer un peu l'ensemble du récit, mais en même temps extrêmement te perturber parce que du coup tu vas te concentrer sur ces extraits de vie, sur qu'est-ce qui se passe dans sa vie personnelle, tout ça, et que tu vas en oublier le récit de Zampano. Tout est fait pour, au point que je trouve que le récit de Johnny empoisonne presque la thèse de Zampano et du coup
perturbe le lecteur. Ce livre est totalement fait pour te perdre. On a l'impression que Daniel Eschi a voulu te retrouver, un petit peu comme dans La Maison. Toi aussi, tu pars en fait en expédition à l'intérieur d'un couloir en quelque sorte en commençant à lire ce livre. Et toi aussi, tu commences à te perdre dans les différents couloirs. Nous, en l'occurrence, on a la lumière, on a l'écriture, c'est écrit noir sur blanc, on peut encore se retrouver, se faire des repères, alors que eux, dans leur exploration, ils sont totalement dans un noir profond, tu ne vois rien du tout. C'est pas tout à fait pareil, mais je trouve qu'il y a une corrélation en fait entre les deux, où toi aussi, tu es dans une exploration. Donc tu comprends bien que ce livre est assez complexe à lire car il y a différents protagonistes à différentes époques et qui ne font pas exactement la même chose. Et pour ça, nous avons une magnifique mise en page qui est très bien léchée. Les différents protagonistes sont donc différenciés par différentes typographies. On arrive à se repérer comme ça, à savoir où on en est, dans quelle sphère en fait. On est un peu comme dans un système solaire, entre guillemets. Comme ça, on sait un peu sur quelle planète on est. Parce que tout ce petit bazar se retrouve généralement sur la même page. Donc, on a vraiment besoin de savoir où on en est. Et je trouve que c'est quand même assez bien foutu, cette histoire de typographie par protagoniste. Parce qu'au moins, on s'y retrouve, mais on s'y perd aussi. Parce que ça peut arriver que vous avez le Navidson Record sur ça de la page. En dessous, vous avez les 3/4 de la page qui sont la vie de Johnny. La page d'après, ça va pas du tout être la même présentation. Vous avez peut-être continuer sur toute la vie de Johnny. Ensuite, vous allez retourner sur soit le Navidson Record, soit dans la thèse de Zampano, et ainsi de suite. Et il y a des moments, clairement, il y a des bouts de phrases, des fois, qui sont coupés quand tu changes de page, parce qu'il y a les deux histoires, en fait, qui se trament en même temps, entre guillemets, en tout cas dans le fil des pages, qui fait qu'il y a des fois on ne sait pas trop où s'arrêter. Ne vous inquiétez pas, on s'en sort quand même. Et ce qui est marrant en fait dans tout ce bouquin, c'est que donc comme je vous dis, le noyau, je l'appelle le noyau parce que c'est vraiment l'élément central, le Navidson Record, a donc été distribué à très petite échelle et on peut considérer que c'est une vidéo un petit peu trouvée, comme je vous disais, un found footage. Et en même temps, le manuscrit de Zampano, voilà, Zampano l'a pas donné à Johnny, c'est Johnny qui l'a trouvé. Et il y a toujours cette histoire d'éléments trouvés comme ça. En fait, je voulais surtout vous parler, c'était de l'état de conservation de la chose. Parce que vous vous doutez bien que Zampano, il a commencé à analyser cette œuvre, il a commencé un peu à délirer cette œuvre, il s'est enfermé dans cette œuvre et ces feuilles ont un petit peu vécu et c'est extrêmement bien fait au niveau de la mise en page parce que voilà, on a des fois des parties qui sont manquantes, il y a des pages qui manquent, il y a des pages où il y a de la cendre qui est tombée dessus, donc ça a fait des trous ou des parties noires. Donc du coup, dans le texte, nous n'avons pas des parties noires, ce n'est pas le cendre n'est pas dessiné, c'est simplement que nous avons décroché avec les parties manquantes. Donc ça peut être des mots complets, ça peut être des bouts de mots, ça peut être juste une lettre. Donc c'est vraiment un déchiffrage. Je pense que le terme manuscrit rentre bien là-dedans, recueil, manuscrit, parce que il y a vraiment une histoire de recherche. On se retrouve à devoir un petit peu chercher le sens du texte et j'ai trouvé ça assez bien foutu au niveau typographique. Et en même temps, la mise en page immerge le lecteur totalement dans le récit. Parce qu'il y a un moment dans le Navidson Records, Will se retrouve à explorer vraiment les profondeurs les plus intimes de la maison. Et il y a des moments où les couloirs s'agrandissent, rétrécissent. Et on se retrouve vraiment avec lui dans cette exploration, avec la mise en page du texte. C'est extrêmement bien fait. On se retrouve vraiment comme lui, des fois compressé, oppressé dans le texte, dans cette histoire de labyrinthe dans la maison. Et il y a des fois on se retrouve en totale liberté, où on ne sait pas trop dans quel sens prendre les choses. Il y a surtout un moment, une partie de texte qui est extrêmement sympathique, c'est que Will se retrouve à monter une échelle et le texte est mis de façon où toi aussi quand tu le lis, tu montes petit à petit cette échelle avec un petit peu une difficulté car le texte, il faut le lire en fait un peu, les phrases, il faut commencer par le bas, toujours par le bas et monter. Ce qui n'est pas naturel dans notre façon de lire. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu plus difficile et on ressent bien cette montée, c'est extrêmement bien fait. Ce n'est pas le premier à avoir fait ce type de texte, car je vous rappelle que Guillaume Apollinaire l'a déjà fait dans ses calligrammes. En tout cas, ça nous fait vraiment penser au calligramme d'Apollinaire. Comme tout roman, le texte est donc écrit en noir sur du blanc, mais nous avons un mot en particulier qui est bleu.
c'est-à-dire la maison. C'était le tout début d'internet au moment où ce livre a été écrit. Cette histoire de bleu, c'est, les plus vieux s'en souviendront, les hyperliens, les mots cliquables pour aller vers une autre page, étaient en bleu. Et ce qui te fait penser aussi un petit peu à des portes vers l'infini, parce que souvent donc tu cliquais dessus, tu te retrouvais sur une autre page, il y avait d'autres liens à cliquer et tu partais comme ça dans les fins fonds d'internet, et ça fait clairement penser à ça. Et en même temps, ce bleu fait aussi penser à la chroma key. Alors maintenant c'est devenu du vert, vous connaissez sûrement ce fameux fond vert pour pouvoir mettre n'importe quoi derrière nous, pour faire disparaître des éléments, un fond sur lequel on vient projeter une autre image. En fait, au tout début de cette technologie, ce fond-là, dans la fin des années 90 et le début des années 2000, était tout simplement bleu. Et c'est exactement le même bleu que le bleu qui est utilisé pour écrire la maison. Comme je vous disais, Zampano a fait pas mal de références mythologiques et en particulier sur le Minotaure. Même à la 4e de couve de ce livre, le mot le Minotaure est en rouge. C'est une autre couleur qu'on retrouve dans ce livre. Alors on la retrouve pas tant que ça, toutes les mythologies sont pas en rouge, mais vraiment toutes celles qui ont un rapport avec le Minotaure est en rouge. Et dans ces passages qui sont en rouge, des fois nous avons des passages qui sont barrés parce que Zampano a voulu les supprimer, les effacer, et miraculeusement, Johnny, il a réussi avec des fois différents produits, procédés, à nous faire réapparaître ces textes qui ont été effacés par Zampano, et ces textes sont vraiment très utiles pour le lecteur. Nous trouvons une fois du violet. Dans la version d'origine, pas dans cette édition-là, on la trouve 3 fois normalement. Cette couleur, on est censé la trouver sur la couverture où c'est écrit roman, elle est censée être en violet. Sur l'édition de Monsieur Toussaint Louverture, j'ai pas l'impression que c'est vraiment un violet sur la couve, je vois plus que c'est un rouge, alors peut-être moi qui ai un problème de vue, hein. Mais bref, normalement c'est violet, on a le terme première édition qui est censé être en violet, et nous avons une phrase vers la fin du livre, bon je pense que je vais pas trop vous spoiler en la disant, c'est dont je me souviens maintenant, c'est censé être écrit en violet. Cette phrase-là est vraiment écrite en violet dans l'édition de Monsieur Toussaint Louverture. Et donc le violet est en fait associé à la mère de Johnny. Je vous en reparle sur les différents personnages parce que c'est un gros micmac, hein, comme d'hab. Et en même temps, on remarque que le violet, si vous avez fait un petit peu de colorimétrie dans votre jeunesse, vous savez bien que le violet, c'est le bleu plus le rouge. Donc voilà, donc en gros, la maison plus tous ces textes sur le Minotaure, on se retrouve à avoir cette couleur qui représente la mère de Johnny. Je vais donc maintenant vous parler des différents personnages de ce roman afin de vous y retrouver un petit peu plus. Nous avons donc la famille Navidson, donc nous avons donc Will Navidson qui est un photoreporter, nous avons Karen qui est une ex-mannequin, et nous avons leurs 2 enfants, Chad et Daisy. Il y a une histoire de chien et de chat aussi, mais on les voit que succinctement dans ce roman. Will Davidson est un photoreporter qui est totalement meurtri et aussi totalement hanté par Delia. Delia, c'est une petite fille soudanaise qui l'aurait pris en photo, donc au Soudan, en période de famine. Cette photo, on voit donc une petite fille en train de mourir avec un énorme vautour derrière elle qui n'attend qu'une chose, c'est qu'elle meure pour la dévorer. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on peut faire de cette photo. Il a donc eu le prix Pulitzer pour cette photo. Il s'en veut de ne pas avoir aidé cette petite fille, de ne pas l'avoir sauvée de la mort. Quand il en parle, on voit bien que de toute façon, il n'y avait quasiment plus rien à faire, qu'elle allait mourir dans l'heure qui venait, dans les 10 minutes qui venaient. Et voilà, je vais pas dire qu'il peut rien y faire, mais dans la situation où c'était, de toute façon, il ne pouvait pas faire grand chose. Donc à plusieurs moments, il délire un peu sur ce personnage, sur ses souvenirs, sur ces choses qu'il n'a pas pu faire. Cette photo, en fait, fait référence à une photo qui existe vraiment. C'est le photoreporter Kevin Carter qui l'a pris, ça s'appelle La fillette et le vautour, qui a été prise en mars 1993. Il a eu le prix Pulitzer pour cette photo. Cette photo l'a aussi royalement détruit, moralement détruit, alors que c'était quand même un photoreporter qui avait l'habitude de faire ce type de reportage. Et donc il se suicide en 1994, rempli de remords. Alors on saura plus tard qu'en fait cette fillette c'est un petit garçon et qu'il a largement survécu. On peut interpréter une photo comme on en a envie,
parce que c'est un cadre serré et qu'on ne voit pas ce qui se passe autour. Et en fait, cette photo a été prise dans un centre d'aide aux enfants, aux familles dénutries, voilà, au Soudan pendant cette famine. Et donc cet enfant était dans ce centre et en gros, sa tante était pas très loin parce qu'il avait perdu ses parents. Sa tante était vraiment pas très loin de lui, voilà. C'est vraiment parce que le cadre est extrêmement serré qu'on ne sait pas ce qui se passe autour et tout le monde a cru qu'il était voilà presque en pleine nature et qu'il n'a pas embarqué ce gamin avec lui alors que ce gamin était déjà dans un centre. Et on apprendra plus tard que cet enfant a survécu donc à cette famine et malheureusement est décédé du paludisme pendant son adolescence. Cet enfant a largement survécu à cette photo, on va dire. Cette référence est aussi bizarrement apparue en 93. Je pense que Daniel Ski, c'est quelque chose qui a dû le marquer et il a voulu en faire en fait un hommage dans son livre. Le deuxième personnage important, c'est donc Zampano. Alors moi je me suis dit, putain, c'est pas un nom quand même anodin, donc j'ai fait la recherche sur Google comme tout le monde de savoir Zampano, qu'est-ce que c'était. Et donc là, moi j'ai trouvé que ce nom évoquait un forain ambulant briseur de chaînes dans le film La Scala de Fellini. C'est un film qui est sorti en 1954 et en fait il faut savoir que Fellini est mort en 1993. Donc je pense que là aussi voilà c'était un hommage. Retenez bien briseur de chaînes. Dans ce roman, je trouve que ce personnage avec briseur de chaînes marche extrêmement bien. Zampano, il faut savoir que c'est donc un aveugle et donc nous avons la thèse et l'analyse d'une vidéo faite par un aveugle. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait réaliste. Voilà, c'est toute la subtilité du roman, c'est toute cette ambiguïté qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou faux. Et donc Zampano, qui est aveugle, va donc dicter ses manuscrits à différentes jeunes filles qui l'embauche pour pouvoir donc faire de l'écriture. Le fait qu'il soit aveugle fait penser à un auteur argentin qui lui aussi est devenu aveugle en vieillissant tout simplement et c'est Jorge Luis Borges. Et en regardant un peu ce qu'a écrit cette personne, moi c'est un écrivain personnellement que je ne connais pas du tout, mais par rapport à donc ses références, j'ai vraiment envie de lire quelques-uns de ses romans parce que ça a l'air très intéressant. Il est donc connu pour écrire des romans où on se retrouve dans un mélange assez délirant de visions surréalistes, fictives, mélangées dans un monde réel. J'ai l'impression que c'est tout à fait le sens de La Maison des Feuilles, on est vraiment dans le même principe. J'ai donc repéré 3 œuvres de Borges qui pourraient avoir inspiré Daniel Ski pour écrire La Maison des Feuilles. J'ai trouvé La Bibliothèque de Babel, qui est donc une histoire d'une bibliothèque qui est sans fin et où les romans sont rangés n'importe comment. Nous avons La Maison d'Astérion, c'est donc un monologue d'un prince qui vit dans une maison et qui nie totalement le fait d'être peut-être fou, mais clairement là dans le résumé on ne sait pas s'il est réellement fou ou pas, mais il vit dans une maison avec des portes qui mènent vers l'infini. C'est une réécriture du mythe du Minotaure avec le point de vue du Minotaure. Là aussi, vous voyez bien que ça a l'air d'avoir beaucoup inspiré Daniel Ski. Et la dernière œuvre que j'ai trouvée, c'est Deux rois et deux labyrinthes. C'est donc l'histoire du roi de Babylone qui se moque du roi d'Arabie et qui l'invite à aller voir son beau labyrinthe. Le roi d'Arabie se sert de Dieu pour pouvoir sortir de ce labyrinthe et en quelque sorte, pour se venger, quelques années plus tard, le roi d'Arabie propose au roi de Babylone de venir voir son plus beau labyrinthe que lui, il a aussi, et il emmène le roi de Babylone dans le désert d'Arabie. Il l'abandonne et donc le roi de Babylone mort de faim et de soif dans ce labyrinthe qu'on pourrait dire sans mur. Et là aussi je trouve que c'est une très très bonne inspiration pour Daniel Ski. Ensuite nous avons on va dire presque le deuxième personnage principal de cette œuvre, c'est Johnny. Johnny, c'est donc, comme je vous disais, le petit jeune qui a pris l'appartement de Zampano dans lequel il a retrouvé ce manuscrit. Ce jeune a donc une mère qui s'appelle Palifina. Palifina est tout simplement schizophrène et au moment où Johnny est en train de raconter son histoire, elle est enfermée dans un asile de fous. On va résumer ça comme ça. Son père à Johnny, il est mort dans un accident d'avion car son métier était pilote d'avion et il est mort dans un accident d'avion quand il était petit. Il faut savoir dans cette histoire que Johnny a un traumatisme physique, il a les bras totalement nervurés parce qu'en fait il a reçu de l'huile bouillante sur ses bras quand il était petit. Sa mère a lâché la casserole, il a l'huile bouillante sur les bras
et c'est donc un traumatisme pour lui. C'est l'un des événements qui fait que sa mère s'est retrouvée en asile, et il s'est passé aussi d'autres petites choses par rapport à cet événement qui fait que sa mère a donc fini en hôpital psychiatrique, et j'ai pas envie de vous spoiler trop sur ces événements parce que sinon vous allez jamais lire ce livre. Alors il faut savoir aussi que Johnny est quand même un gars assez bizarre. C'est un gars qui est drogué, donc il y a des moments dans le récit, on sait pas trop s'il est en train de totalement délirer parce qu'il est sous ecstasy ou sous cocaïne ou sous je sais quelle drogue, et il y a d'autres moments où on sait pas trop où il est, et en même temps sa vie tourne totalement autour du sexe, il pense qu'à ça. Il est apprenti tatoueur, il y a une stripteaseuse qui vient se faire tatouer dans le shop. Quand je dis apprenti tatoueur, il est surtout à l'accueil à remplir les petites fioles de peinture et puis à monter les appareils. Il tombe à moitié follement amoureux de Pampan et il nous explique des fois, j'ai presque envie de te dire qu'à chaque fois qu'il croise une nana dans la rue, il va avoir une partie de jambes en l'air avec, et c'est un peu particulier. Ces passages-là sont un petit peu chiants. Alors c'est pas l'histoire que je suis prude ou quoi que ce soit, c'est juste que tu te dis mais pourquoi, c'est quoi le rapport avec le Davidson Records, pourquoi il nous raconte ces parties de jambes en l'air là, ça a aucun intérêt, et il y a des moments tu sais pas si c'est réel ou pas, si c'est du fantasme ou pas, si c'est du rêve ou pas, tout est fait pour te perdre dans ce roman. Et on remarque aussi que Johnny, au fil de la lecture, au fil de l'avancée dans l'analyse de Zampano, commence lui aussi à devenir aussi fou que Zampano, parce que Zampano, en fait, je vous ai pas tout raconté, mais Zampano aussi devient un petit peu cinglé au fil de cette obsession par rapport à cette vidéo, va totalement aussi le rendre cinglé, quoi. Il se retrouve chez lui à repeindre ses murs en noir, à totalement vivre dans le noir, à presque s'enfermer comme dans l'intérieur de la maison. Et Johnny donc commence à petit à petit à délirer de la même façon que Zampano. J'ai mis aussi un autre personnage qui est extrêmement intéressant, c'est la maison elle-même. Cette maison, avec sa particularité, elle est tellement sombre, froide, elle pourrait représenter n'importe quoi, elle pourrait représenter la mort, elle pourrait représenter la peur. Moi je trouve qu'elle représente très très bien la peur de l'inconnu, l'infini, vraiment ouais, l'inconnu. Et cette maison, en plus, les dimensions de ces couloirs sombres changent par rapport aux différents personnages. Moi, je trouve que cette maison s'adapte vraiment à chaque personnage. Il y a avec des personnages qui se disent « Ouais, je vais faire une super aventure. Voilà, la maison est extrêmement grande, elle s'agrandit jusqu'à un point infini. Ça devient même totalement délirant, les dimensions qu'elle peut prendre. » Alors qu'avec d'autres personnages qui se disent « Non, mais c'est bon, l'explorateur d'avant, je vais réussir à le retrouver super facilement. » Hop, bizarrement, elle est vachement plus petite, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve que la maison, c'est une représentation un peu de la peur qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, cette peur qui se nourrit aussi avec différents protagonistes. Voilà, c'est vraiment la peur du vide. Au point que les différents personnages qui vont explorer cette maison entendent un grognement. Alors ils ne savent pas si ça vient de eux-mêmes, si ça vient de la maison, s'il y a un monstre, parce que justement dans cette peur de vide, la peur du vide souvent c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a. C'est cette peur de l'inconnu comme je dis, et on ne sait pas s'il y a rien du tout, ou si automatiquement l'esprit humain va te dire bah non, il y a un monstre au bout du couloir, il y a un truc, parce qu'on va dire qu'on est formaté comme ça. Automatiquement, vous allez voir qu'au fil du temps, avec différents personnages, ils se créent en fait leur propre monstre, et ils en ont jamais réellement la preuve, et on ne sait jamais si ces monstres sont dans leur tête ou s'ils existent vraiment. C'est toute la subtilité un petit peu du bouquin. Maintenant, j'ai envie de vous parler de ma théorie sur ce bouquin. Là, on va être totalement dans du spoil, parce que comme je suis obligée de vous expliquer quelques éléments, moi, ce que j'ai compris du livre, donc automatiquement, si vous n'avez pas lu ce bouquin, passez totalement cette partie-là de la vidéo. À la fin de ce roman, j'ai eu une première interprétation de cette œuvre. Pour moi, c'est la mère de Johnny, qui est schizophrène, qui a totalement inventé l'ensemble des strates de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, Johnny dit « dont je me souviens maintenant », et ça nous introduit à cette histoire de mère qui met au monde un enfant difforme et qui met quelque temps à lui dire au revoir et lui donne la mort entre guillemets au bout de quelques jours. Pour moi, cet enfant, c'est Johnny, qu'elle a gardé dans son esprit encore vivant et qu'elle lui a inventé une vie, une adolescence, parce qu'en fait après, en annexe de cette œuvre, on a des lettres, les lettres de Palifina,
et ces lettres racontent quand même, voilà, racontent sa vie, et en même temps, je sais pas, j'ai eu le sentiment qu'elle n'avait jamais de réponse à ces lettres. Elle en avait très rarement, vu qu'elle était en asile, j'ai eu l'impression que c'était plus les médecins qui lui donnaient une fausse lettre de son fils pour maintenir en fait cette histoire dans sa tête, pour maintenir son souvenir de son fils et pour lui faire entre guillemets, penser que son fils est réel, qu'il existe toujours, parce qu'en fait, elle ne vit que pour revoir son fils, que son fils vienne le voir, et comme il y a vraiment beaucoup de lettres où elle n'a pas de réponse, moi c'est ce que je me suis dit au premier abord, je me suis dit, ah c'est Johnny est fictif entre guillemets, et donc après, toute cette histoire que Johnny rencontre Zampano, machin, c'est totalement inventé dans sa tête, et on retrouve en fin de compte les différentes bulles qu'on peut avoir dans la tête d'histoires comme ça qui s'enchaînent, et avec la maison et cette histoire de vide, d'infini intersidéral qu'on pourrait avoir au fond de notre cerveau en fait. Jusqu'à les schizophrènes, je pensais un peu voilà, à un dédoublement de personnalité, à des choses comme ça. Moi, au premier abord, quand j'ai fini le bouquin, c'est un peu la théorie que je me suis dit, malgré qu'on ait des courriers d'hôpital en document, madame, elle est morte, machin. Et en plus, elle s'appelle Madame Lièvre, et il y a un moment, il y a une faute de frappe, justement, à son acte de décès, Madame Livre. Et pour moi, le livre, c'est la mère de Johnny. Vraiment un livre qu'on ouvre sur différentes histoires qui s'imbriquent entre elles. Voilà, pour l'instant, à la lecture de ce livre, c'est ce que j'ai pensé. Ensuite, en faisant mes recherches et en approfondissant un peu plus cette lecture, cette analyse de l'œuvre, je me suis dit, non mais en quatrième de couve, tu as quand même le mot le Minotaure, bizarrement t'en parles pas trop, c'est pas sur ça que je suis partie. Je trouvais que, voilà, automatiquement, la réponse c'était le Minotaure. J'ai regardé tous les textes qui sont écrits en rouge, en cherchant un petit peu aussi sur internet différentes interprétations, parce que tu le sais bien qu'avec une œuvre comme ça, tu es obligé d'aller essayer de trouver qu'est-ce que les autres ont pensé de cette œuvre, comment ils l'ont analysé, voir les différents avis, afin de t'en faire un suravis un petit peu plus nourri par différentes hypothèses. Donc, ce deuxième avis, qui est peut-être plus intéressant que le premier de ma première lecture, c'est que pour moi, tout le texte qui est barré est en fait Daniel Eschi qui parle directement au lecteur. Il y a plein de passages où c'est pas écrit comme ça, mais c'est vraiment ne perds pas le fil, ne crois pas à toujours la réalité peut être la fiction. Voilà, il y a plein de moments où c'est un peu comme ça, et en même temps on te parle de cette histoire du Minotaure. L'histoire du Minotaure, donc c'est donc l'histoire de cet enfant qui est taureau et humain et qui se retrouve du coup qu'on met dans un labyrinthe pour en gros l'abandonner, le faire disparaître. Et c'est un peu une analyse, on peut interpréter ça comme ça, que c'est un enfant qui est né difforme, dans lequel qu'on a voilà pas envie de spécialement voir, donc on n'a pas envie de tuer, donc on le met hop dans un labyrinthe, histoire que plus personne s'en souvienne et qu'il fasse un peu sa life dans son labyrinthe, mais qu'il ne ressorte jamais pour ne pas être vu à la vue de tout le monde. Dans ce roman, qui est avec des malformations, qui a des marques sur les bras, c'est Johnny. En plus, le Minotaure, dans la mythologie du Minotaure, on sait qu'il y a une histoire avec Poséidon, donc le rapport avec la mer, parce que ces marques, ça fait quand même des empreintes de vagues. Je me suis vraiment calée sur Johnny, c'est le Minotaure. Pasiphae, dans le mythe du Minotaure, c'est donc la mer, donc je mis Polyphina, que c'était Pasiphae. Comme Johnny est le Minotaure coincé dans un labyrinthe, il s'est coincé dans le livre que Zampano, dans la thèse que Zampano a écrit. Finalement, il s'est totalement laissé envahir par ce manuscrit, et pour moi, je suis donc entrée dans ce labyrinthe totalement fait par Zampano, et donc Zampano, pour moi, est Dédale, l'inventeur du labyrinthe. Donc, Zampano, pour moi, cette histoire de cassette est totalement fausse. Tout est inventé. C'est Zampano qui a inventé toute cette histoire pour coincer Johnny, en fait, dans cette espèce de labyrinthe. Et donc, vous savez très bien que dans ce mythe du Minotaure, le Minotaure se fait tuer par Thésée. Et pour moi, bon, là, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je peux l'accorder, mais il fallait bien que je trouve qui allait être qui. Pour moi, Thésée, c'est le lecteur, parce que le lecteur a le pouvoir de tuer le Minotaure en refermant le livre, en ne lisant pas ce livre, tout simplement, le tuant en le laissant dans son labyrinthe, ou le tuant en le sortant de son labyrinthe, comme vous voulez. Moi, je l'ai vu comme ça, et en même temps, on va tuer les réels en trouvant la solution, en cherchant la vérité qu'il y a dans ce livre. Et ce texte rouge qui est barré dans ce livre, ça vous fait pas penser à quelque chose? Moi, ça m'a fait penser au fil d'Ariane, qui est donc dans cette histoire, le fil d'Ariane que Thésée a utilisé pour pouvoir trouver le Minotaure. Et je trouve que
Ce texte justement nous emmène bizarrement vraiment tout le temps vers Johnny. Pour moi, le fil d'Ariane, c'est donc ce texte qui est barré et qui était censé être supprimé par Zampano. Et tu te doutes bien qu'un texte qu'on se dit il a été supprimé mais on te le remonte, c'est qu'il a une importance, c'est que c'est la clé en quelque sorte de ce récit. Et en parlant de clé, on remarquera qu'à une certaine page où il y a énormément de texte en rouge, alors, c'est mis sur 2 pages. La mise en page n'aide pas à trouver tout de suite cette clé, mais on regarde un peu de loin cette mise en page, ça nous fait une forme de clé. Et c'est donc la clé du roman, et tout est dit au milieu du roman. C'est un peu cette suranalyse que j'ai pu faire de ce roman, que vraiment on se retrouve encore une fois dans le mythe du Minotaure et que c'est une réinterprétation peut-être un peu plus moderne, un peu plus fantasmagorique du Minotaure. Je trouve que ce roman te permet d'ouvrir les portes de ton esprit et surtout à te poser plein de questions sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, à croire aussi toutes les sources, avec cette histoire de références en bas de page qui ne sont pas toujours vraies. Ça peut aussi te rapporter à notre monde actuel, malgré que ce livre ait été écrit dans les années 2000. En 2020, on te dira jamais assez de regrouper tes sources d'informations quand tu cherches quelque chose, de ne pas croire tout de suite tout ce qu'on peut te dire dans la vie, sur les réseaux sociaux, de ne pas croire toujours ce qu'on te dit et d'aller chercher un peu des preuves, d'aller t'informer, de ne pas croire que telle chose est réellement arrivée. Bon, là je pars dans une surinterprétation totale du bouquin. Et pour conclure, qu'est-ce que je pense de ce roman sans te spoiler? Je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Il te transporte, il t'emmène dans un monde totalement parallèle, il te fait perdre totalement tes notions, tu as du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce livre. Je trouve que voilà, c'est un roman, dans un roman, dans un roman, dans un roman, c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est vraiment une œuvre à part entière qu'il faut avoir lu dans sa vie. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant sur une certaine manière de te poser des questions sur la réalité et sur l'irréalité, la fiction. Moi je te conseille fortement de lire ce roman. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une autre interprétation du bouquin ou si vous avez trouvé d'autres éléments qui sont extrêmement intéressants. Là, je vous avoue que je vous ai pas forcément raconté tous les éléments qu'on peut trouver dans ce bouquin parce que cette vidéo aurait pu durer des heures et que chaque personne va justement trouver des petits trucs qu'une autre personne n'aura pas forcément remarqué et c'est ce qui est extrêmement intéressant dans ce livre. C'est vraiment une lecture ouverte qui donne envie d'aller discuter avec d'autres personnes sur ce roman. Et donc moi je te dis à une prochaine vidéo et je te fais plein de gros bisous. Bye bye.